L'association Femmes, Enfants, Migration et Développement est née de mon engagement. Mon engagement en tant qu'élu local, qui a travaillé pendant 7 ans avec des femmes à la base, pas toujours instruites, pas toujours capacitées, mais volontaires, stratèges et obligées de trouver la dépense quotidienne pour leur famille. Le chemin faisant, devenue parlementaire, j'ai compris que les lois ne protégeaient pas trop cette frange de la population. Et mon idée a été exacerbée lorsque j'ai été ministre du Sénégal de l'extérieur et que j'ai vu que les femmes et leurs enfants subissaient la migration. Cette couche ou ces couches dites défavorisées subissent la migration. Ils ne décident pas. Ce sont les hommes qui décident de partir. Mais dès lors qu'ils épousent une femme, ils la mettent dans la migration. Dès lors qu'ils quittent une mère, une famille, ils les mettent dans la migration. Et dès lors qu'ils font des enfants à l'extérieur ou qu'ils en laissent dans leur pays d'origine, ils amènent les enfants dans la migration. Et donc, lorsque j'ai fini l'exercice du pouvoir, je me suis dit qu'il fallait que je capitalise toute mon expérience, que je le mette au service de ces personnes, les femmes et les enfants, pour qui on décide, à qui on ne demande pas la parole, et qui, la plupart du temps, sont au bas de l'échelle, et qui doivent avoir des droits, mais surtout que ces droits soient respectés. Ça va être très long. Parce que l'association, c'est Femmes, Enfants, Migration et Développement. Donc, c'est cette couche dans la migration. Tel que je l'ai dit tantôt, maintenant, nous connaissons des femmes qui partent de manière volontaire. Mais il n'y a guère, seuls les hommes partaient. En tout cas, en grand nombre. S'ils épousent une femme, elle devient épouse d'émigrés, restée au pays ou qui voyage avec son mari. Mais elle n'est pas obligée d'avoir du travail. Et les enfants que le couple fait sont des enfants de migrants. Et donc, ces femmes laissées pour compte, parce que c'est le travail du mari qui décide, si elles sont restées dans le pays, elles n'auront qu'à trouver de menus travaux ou alors se battre pour faire envoyer des sous à son mari, ce qui fait que la plupart du temps, les hommes ne peuvent plus réaliser quelque chose. Parce que les nouvelles technologies aidant, tous les jours, on peut joindre celui qui est parti à l'étranger. Et donc, cela fait que le circuit reste infernal parce que sans issue. La femme qui hérite des enfants, qui hérite de la belle famille, a plus son statut, ne fait que de menus travaux pour attendre son homme. Durant combien de temps, on ne sait pas. Si cet homme-là décide un jour de l'amener dans ces pays, on ne sait pas si la législation protège les enfants issus du couple. Dans certains pays comme la France, les enfants qui naissent ou qui ne naissent pas là-bas ont droit à l'éducation. Mais dans d'autres pays, les enfants qui ne sont pas nés sur le territoire ne sont pas pris en charge dans l'éducation. Et donc, les parents payent l'éducation. Les États-Unis, c'est comme ça en général. Donc, il faut mettre une législation à niveau. Ou alors que les commissions mixtes qui réfléchissent entre les deux pays puissent se réunir et mettre à niveau certains manquements. Cela n'existait pas. Je pense que les associations ont un rôle à jouer pour amener les préoccupations de la base au niveau des institutions qui sont là pour ça, afin que des solutions puissent être trouvées. Ces enfants qui vont d'une école à l'autre lorsque le parent migre, qui n'ont pas tous leurs droits à respecter, ces femmes qui suivent leur homme, quel que soit leur métier, quel que soit leur travail. Et aujourd'hui, ces femmes qui, elles-mêmes, brassent la mer ou alors les difficultés pour se retrouver dans les pays du Golfe ou se retrouver dans certains pays européens qui ne respectent pas les droits, en tout cas à l'extérieur, et qui, la plupart du temps, sont victimes de traite. La traite des personnes est très marquée aussi dans notre continent, parce que 89% de notre migration se fait sur le continent, et la traite des personnes est une réalité, des femmes comme des enfants. Il y a des proxénètes à l'affût, il y a des délinquants, il y a des vendeurs de drogue, des dealers, il y a des personnes qui font faire aux femmes comme aux enfants la mendicité, et ils sont aussi exposés aux abus, aux viols, aux maladies chroniques ou en tout cas infectées. Donc, toutes choses qui font que ces couches-là, en période de guerre aussi, j'allais oublier de le dire, qui sont le plus souvent rapatriés en catastrophe, qui aussi peuvent être des réfugiés. Les enfants sont souvent abandonnés, invisibles d'ailleurs dans la société. On ne se rend même pas compte
qu'on partage tout le temps la rue, le quartier avec des enfants dont on ne sait pas d'où ils viennent. Ils sont sous la responsabilité de qui? Des femmes aussi qui louent dans certains endroits avec ou sans enfants dont on ne sait pas d'où elles viennent. Qui c'est qui les fait travailler? Pourquoi elles sont toutes seules? Pourquoi sont-elles barricadées? Des questions que l'on ne se pose pas. Elles sont en migration. La migration, ce n'est pas seulement avec les pays, les grands pays ou les pays limitrophes, mais c'est aussi d'un village à un autre, à la ville. C'est aussi l'exode rural. Tout cela donc fait que ces deux couches-là ont besoin d'être accompagnées. Notre premier rôle d'abord, c'est d'identifier les problèmes. Lorsque nous les identifions, il faut aussi aller vers ces personnes, savoir. Lorsque l'on sait, il faut se donner les moyens. Les moyens, il n'y en a que deux. Les moyens législatifs au Parlement, donc préparer des propositions de loi que l'on donne à des parlementaires ou alors préparer des projets de loi que l'on donne à l'État. C'est pourquoi les associations ne sont pas des opposants à l'État. Ce sont des institutions qui accompagnent l'État dans son travail. Ce sont les associations qui peuvent faire le recensement des Sénégalais de l'extérieur. Ils peuvent faire le recensement des disparus, des morts. Ils peuvent aider l'État à connaître les dessous de toute cette trame. Et lorsqu'ils ont fini, ils font des rapports annuels qu'ils délivrent, qu'ils donnent à l'État. L'État lui-même se charge de faire des projets de loi, ou alors les associations peuvent s'adresser à des parlementaires qui travaillent sur le secteur, comme le réseau des femmes, le réseau des parlementaires pour la migration, et leur faire des propositions de loi pour que l'Assemblée nationale puisse statuer sur ces cas avec des législations très fortes. FEMIDEC est l'association de base qui a fait les enquêtes, qui a fait le travail, qui s'est rapproché des populations. Mais nous allons plus loin, nous, en tant que FEMIDEC. Parce que dans la lutte contre la migration irrégulière, nous proposons des portes de sortie. Comme je dis, nous ne sommes pas un think tank. Nous ne sommes pas là pour faire des réflexions poussées. Il y a des experts pour ça, des ONG expertes ou des associations. Nous ne sommes pas là pour faire des séminaires à n'en plus finir. Mais nous sommes avec le peuple lui-même. Nous comprenons et connaissons ces problèmes et nous sommes en train de dérouler des stratégies de sortie de crise. Nous avons perdu autour de 2800 personnes cette année dans la mer. Ce sont des chiffres officiels. Alors que les 3 programmes de FEMIDEC peuvent prendre chacun 1000 personnes qui peuvent travailler. Si nos programmes avaient été établis, exécutés cette année, peut-être n'aurions-nous pas perdu un seul jeune Sénégalais. Donc, nous nous mettons dans les dispositions avec des projets, des programmes bien ficelés, sur des secteurs bien définis, et nous sommes en train d'impulser une dynamique qui puisse nous permettre que l'Union européenne, par exemple, puisse financer ces activités plutôt que de mettre tout son argent et son expérience et sa stratégie sur des positions frontalières, sur le Frontex, sur le refoulement, sur l'équipement des gardes. C'est important, ce sont leurs frontières. Mais je pense qu'il vaut mieux penser d'abord à arrêter la migration en donnant un emploi dans les pays plutôt que de mater, que de retourner ou de donner un peu un secours avec la Croix-Rouge. Je trouve que ce n'est pas un simple passage. On n'est pas ministre de la République de son pays sans pour autant le prendre au sérieux, sans pour autant s'organiser pour laisser ses marques. Et chaque jour est un challenge. Durant ces 6 mois, ces 6 valeureux mois, ces 6 glorieux mois, nous avons pu quand même signer ce qu'aucun ministre avant nous n'a pu faire, l'accord cadre de collaboration entre le ministère et l'Organisation internationale de la migration, qui est l'organisation mondiale la plus grande, la plus importante et la plus vieille de l'histoire du monde. L'OIM qui a son siège à Genève, et ce n'est pas seulement le bureau régional qui est venu, mais c'est le directeur général de l'OIM au niveau international qui est venu à Dakar, en présence de M. le ministre des Affaires étrangères, à qui je rends hommage pour son amabilité. Nous avons signé cet accord cadre que voici et qui régit les relations entre l'OIM et l'État du Sénégal. Chaque fois, par exemple, comme en Libye, comme en Côte d'Ivoire, comme certains pays, quand il y a eu la guerre, c'est l'OIM qui affrète des avions pour aller chercher nos compatriotes. Comme en Centrafrique, il n'y a pas longtemps. Comme en Ouganda, il n'y a pas longtemps. Chaque fois que nous avons des problèmes de prise en charge de migrants retournés ou de migrants en dérive, c'est l'OIM qui réagit.
Mais aussi, c'est l'OIM qui aide à former certaines de nos associations afin que nous puissions être là, afin que nous puissions travailler, afin que nous puissions arriver à ce que la migration, qui est un droit, puisse être respectée par ceux qui ont envie de partir, mais au moins que ceux qui partent bien. Et ceux qui ne peuvent pas partir seront pris en charge et respectés. Parce que déjà, le mot migration clandestine est une atteinte, une violation des droits, parce que la migration est irrégulière. On peut l'insertion professionnelle et l'investissement des migrants jusqu'à l'éducation financière des migrants. Parce qu'ils ont de l'argent. Ils font transiter de l'argent. Généralement, pour le quotidien de leur famille. Mais avec le Bureau international du travail, nous renforçons leurs capacités. Nous leur montrons que si cet argent passe par les banques, cela peut les aider à pouvoir investir petit à petit dans un secteur qui, le jour du retour, va faciliter leur réinsertion sociale. Et donc, ceci, nous l'avons fait avec le BIT. Et bien sûr, il y a des mesures de protection sociale des migrants. Et nous avons mis sur pied une plateforme de structuration afin que les diasporas puissent verser dans ce dialogue direct leurs préoccupations. Notre passage au ministère aussi nous a permis de faire communiquer sur le BAOS. Le BAOS dont on parle maintenant, c'est nous-mêmes qui l'avions préparé, bien avant, qui avons trouvé le financement avec la CEDEAO de 47 milliards, qui a permis à la nouvelle équipe de mettre sur pied ce programme. Eh bien, voici la communication que nous en avions faite dans la session 1 de la Semaine du Migrant. Semaine du Migrant que nous avons organisée avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'engagement, une semaine durant laquelle tous les Sénégalais de l'extérieur étaient invités à venir prendre part. C'est vrai que nous n'avions pas les moyens de les faire venir, mais nous avons invité tout le monde. Ceux qui ont pu se déplacer se sont présentés pendant une semaine au King Fahd pour faire un brainstorming sur leurs problèmes personnels, mais par eux-mêmes. Et les résultats que nous en avions sortis nous ont fait demander une journée avec le président de la République pour organiser un conseil présidentiel. Note du conseil présidentiel que nous avions préparé. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de le faire. Les Sénégalais étaient plus rapides que nous. Ils ont préféré que ces documents, nous les laissions à une autre équipe, ce que nous avons fait. Et donc, à la tête de ce ministère, nous avons aussi participé à la 100e session des Nations Unies pour la création de mécanismes de financement pour des situations d'urgence migratoire. Parce que parfois, les situations migratoires dépendent des pays d'accueil et de l'organisation internationale du moment. Si je veux parler de la Syrie, vous savez qu'il y a des difficultés qui font que les migrants ont pris le monde entier d'assaut. Si je prends le cas de la Libye, des migrants ont pris le monde entier d'assaut. Tous les Africains noirs qui étaient en Libye, aujourd'hui, qui avaient été traqués, diminués, non seulement se sont repliés, mais aujourd'hui, la Libye est devenue la porte d'entrée de l'Europe. Ce sont des situations urgentes, des situations qui demandent des réactions rapides et qui, donc, étaient un peu la raison pour laquelle il fallait que nous ayons un mécanisme qui puisse permettre aux États de réagir très, très rapidement. Voilà ce que nous avons ramassé fait en 6 mois. Je crois que ça va faire une action par mois. Ce n'est pas mal. Oui, depuis longtemps pas, mais je l'ai eu après notre bruit, nous nous sommes vus, il m'a invité, j'ai répondu à son invitation et nous avons remis les pendules à l'heure. Non, je suis dans l'association féminine que j'ai créée, je travaille pour mon association. Rendre service, ce n'est pas seulement dans les sphères politiques. Pour rendre service aux populations, on peut le faire partout. Maintenant, on a besoin de lois. Je pense que je vais devoir m'organiser pour que nous soyons représentés au Parlement. Je l'avais déjà dit dans le document que j'ai fait en disant que j'avais choisi mon camp. Je me mets vraiment à fond dans cette association. Mais s'il faut accompagner par une législation, nous allons conduire ou accompagner une liste afin que nous ayons vraiment au Parlement une ligne radicale qui ne fasse pas de politique, qui ne soit ni pour ni contre l'État, mais qui ne soit que pour les intérêts de ce que nous défendons. Donc, peut-être ça, mais sinon, les partis politiques, non. Monsieur le Président de la République, il n'est pas venu ici, mais il a fait appel à moi dans son bureau. Bon, ça, tout ça n'est pas important. Je ne suis pas en politique. Nous n'allons pas dans les détails, il y a du travail. Ce n'est vraiment pas important. Je ne fais pas de politique, point à la ligne. Ça, c'est le développement de mon pays.
C'est la manière de trouver comment faire respecter les droits des migrants, comment protéger les migrants, mais comment freiner la migration irrégulière par un travail précis. Vous savez que les enfants de 0 à 20 ans dans nos pays n'ont pas d'habits et que nous avons tellement de tailleurs. Je veux donner des emplois à ces personnes. Franchement, je peux le faire de partout là où je suis. Et je pense que je peux aider les femmes aussi à travailler, transformer les produits locaux, à vendre à l'extérieur, à vendre dans la sous-région. Je peux aider les cordonniers à accompagner les restauratrices à trouver de nouvelles orientations. Et faire, par exemple, distribuer des repas dans les bureaux, distribuer les repas dans les maisons, amener des produits frais, la conciergerie, dans les quartiers comme chez nous là. Tout le monde n'a pas le personnel qu'il faut. Des jeunes étudiants sont organisés pour venir dans chaque maison tous les matins, donner les produits frais, distribuer à domicile et à la fin du mois se faire payer. Il y a tellement de choses à faire. Et dans les partis politiques, il y a tellement de bruit que ça nous retarde. Non, ne nous attardons pas sur ça. C'est le moment de l'évaluation. Vous savez, le 8 mars, c'est peut-être des femmes qui étaient à l'origine parce qu'elles étaient maltraitées dans leur société. Elles voulaient de meilleures conditions de travail. Mais aujourd'hui, c'est devenu pour les femmes du monde une occasion d'évaluer les avancées qu'elles ont eues, les difficultés, les pertes, les coups bas, etc. Donc, nous sommes à l'évaluation. Ce que nous avons eu jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il nous manque, ce qu'il faut faire. Et nous attendons cette journée. Nous sommes en plein dans la journée d'ailleurs. Je ne rêve pas, j'œuvre chaque jour. Et quand j'aurai mes limites, d'autres viendront continuer. Donc la vie est un éternel combat. C'est vrai que la question a été très mal posée. Parce que l'Afrique, en étant colonisée malheureusement, n'a pas parlé. Elle a subi l'autre. Alors que l'Afrique était en avance pour les femmes par rapport à celui qui nous a colonisés. Et malheureusement, l'Occident nous a mis à son rythme de combat. Nous avons voté avant les Françaises, nous les Sénégalaises. Les reines sénégalaises, parce qu'au Sénégal, il n'y avait que des reines en Afrique de l'Ouest. Ce sont elles qui sont les reines et ce sont les hommes qui se battent pour les reines. Mais on est arrivé à un moment où on pensait que les femmes étaient marginalisées simplement parce qu'elles étaient résidentes. Et les hommes étaient les guerriers. Mais aucun homme ne posait un seul acte sans avoir l'aval de la femme. Et la plupart du temps, beaucoup de femmes se sont battues même en mettant des habits d'hommes. Alors je pense que ce retard-là, on est en train de revenir là-dessus, mais il faut qu'on accepte d'abord notre histoire, qu'on comprenne que nos pays ne sont pas en retard. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le thème, c'est 50-50, égalité de chance. Parce que la femme n'a pas encore tous ses droits. Surtout, le focus, on le met sur dans le monde du travail. On dit que la majorité, en tout cas c'est le texte des Nations Unies, que la majorité des femmes, en tout cas pour 50%, qui ont l'âge de travailler, sont un peu marginalisées ou maltraitées ou ne bénéficient pas des travaux au même titre que les hommes. Alors que chez nous, les femmes travaillent quand elles ont de 5 ans à l'infini. Ce n'est pas une honte pour nous qu'une femme reste à la maison, s'occupe de ses enfants, attende son mari et faire un travail à la maison. Pour nous, c'est valorisant. Parce que ces femmes, elles éduquent leurs enfants. Mais chez eux, ils prennent ça pour de la discrimination et ce n'est pas vrai. Donc, il faut que nous parlions le même langage. Chez nous, les femmes sont fières d'avoir un travail, si elles sont à la maison, mais de pouvoir éduquer, chouchouter, pouponner leurs enfants, leur famille, s'occuper de leur éducation, de leur santé, de leur nourriture, de l'aspect de la maison. S'occuper de ça, ça fait partie du travail des femmes, une partie intégrante pour laquelle elles sont respectées. Et pour laquelle, c'est pourquoi dans les maisons, on dit voici la reine-mère, parce que c'est elle qui décide, etc. Donc ce respect-là, il faut qu'on arrive aussi à faire comprendre aux autres que nous ne sommes pas stressés. Ce n'est pas parce que nous ne travaillons pas que nous ne sommes pas respectés. Aller au bureau, c'est un problème de l'Occident. Ce n'est pas le nôtre d'abord. Maintenant, pour celles qui ont les mêmes diplômes, les femmes qui ont des diplômes, dans nos pays, je ne pense pas qu'il y ait une préférence homme ou femme. Franchement, nous avons les mêmes chances. Sauf que si nous voulons aller vers les quotas, dire systématiquement qu'il nous faut avoir tant de femmes et tant d'hommes, il faut aller vers les stations électives. Quand on est en fonction élective, que ce soit au niveau des conseils locaux de municipalité, au niveau des conseils départementaux ou alors au niveau des assemblées parlementaires,
Là-bas, c'est l'élection et le mode d'élection qui définit le nombre de femmes. Et donc, pour ma part, il ne faut pas que nous poussions le bouchon jusqu'à, je ne dis pas énerver l'autre, mais jusqu'à, à la limite, amener l'autre à nous combattre. Ce qui est en train de se passer au Sénégal. Les gens sont en train de décrier l'Assemblée disant que ce sont les femmes. Alors que ce sont les hommes qui sont partout des secrétaires généraux de partis, qui ne créent des partis que pour ça, qui veulent être alignés dans des associations, comment on les appelle, des coalitions de partis, pour se faire élire avant les femmes. Mais ça montre qu'ils n'ont même pas le courage d'aller au charbon. Et si nous nous organisons très bien, que ce rythme-là soit respecté sur la liste proportionnelle et que le rythme aussi soit respecté sur la liste départementale, nous aurons une représentation de femmes très importante, mais nous pourrons bénéficier de la stratégie des femmes, de l'organisation des femmes. Les femmes, ce sont elles qui sont dans l'économie, ce sont elles qui sont dans le commerce, ce sont elles qui sont dans la santé, ce sont elles qui sont dans le nettoiement des maisons, dans la propreté. Elles sont, je ne sais même pas comment le dire, je l'ai dit, enfin j'en parlais une fois, et ça c'était out of the record, lorsqu'on a commencé à déguerpir les marchands ambulants en ville de Dakar. J'ai dit, c'est bien, Dakar sera clair, mais vous n'avez pas mis de site de recasement avant. Ça veut dire que toutes les femmes qui amènent les marchandises, parce que c'est elles qui vont en Chine, en Inde, à Dubaï, au Maroc, en France, au Canada, aux États-Unis, pour amener de la marchandise et qui le redonnent à ces jeunes qui vendent. En les enlevant de la rue et ne pas leur donner des sites de recasement, on est en train de freiner l'économie du pays sans s'en rendre compte. Parce qu'une planification, c'est toujours important dans un pays. C'est pourquoi les collectivités locales sont des démembrements de l'État qui doivent se concerter à tout venant, qui ne peuvent pas aller les uns d'un côté et l'autre de l'autre. Ce n'est pas possible. C'est elles qui font la valorisation de l'artisanat. C'est elles qui produisent la mode. C'est elles qui accompagnent la mode. Vous verrez toujours des hommes créés, mais il n'y aura que des femmes pour mettre. Et donc, il faut les protéger. Il faut leur donner leur place. Pour cela, il faut qu'elles soient dans les instances de décision. Il faut qu'elles s'expriment. Il faut enlever des femmes ce complexe, ou en tout cas, cette culture du mutisme qu'elles ont. Parce que c'est de la correction, c'est de l'éducation. Mais il faut qu'on les amène à s'exprimer. Il faut qu'on les amène à poser sur la table tout ce qu'elles ont capitalisé comme savoir-faire. Tout ce qu'elles ont capitalisé déjà et en 5-6 ans à tenir une grande maison parce que leur maman est sortie, à garder leurs frères parce que la maman est sortie, à pouvoir sécuriser les plus jeunes parce que maman n'est pas là. Donc très tôt les femmes, elles savent diriger, elles savent organiser, mais elles sont muettes par éducation. Et donc pour moi le combat le plus important, c'est cette sensibilisation, qu'elles doivent parler sans faire de la cacophonie, qu'elles doivent se faire comprendre. Ça n'empêche pas le respect, ça n'empêche pas d'être entendu. Les hommes sont moins difficiles. Ils sont moins difficiles, en tout cas, à la base. Il n'y a que les leaders qui nous créent des problèmes, qui créent des problèmes pour l'accès de la femme aux instances de décision. Et je vous en ai donné la raison, c'est juste pour se faire élire. Et je crois que la masse est plus forte que cette élite-là. Bon, Donald Trump, c'est un cas. C'est un cas, moi je suis mitigée avec lui. J'ai une partie qui me plaît en lui, une autre qui ne me plaît pas. La partie qui me plaît, c'est celle-là qui valorise les États et les pays. C'est là qui valorise le patriotisme, l'engagement, qui aujourd'hui ferait que les Sénégalais ne se rueraient pas tous vers l'extérieur. Ça permettrait qu'on nous fassions du consommé local, que nous vivions de nos ressources et que nous détenions nos ressources, plutôt que de les laisser à des Occidentaux, des Européens. Mais l'autre partie qui ne me plaît pas, c'est que ce n'est pas un homme politique à la base. Il n'est pas informé de ce qui se passe. Il ne connaît pas l'évolution du monde, l'évolution politique du monde. Il ne connaît pas les lois qui ont été votées, ratifiées par les Nations Unies. Il ne sait pas ce que ça veut dire le concert des nations. Il ne sait pas ce que ça veut dire la solidarité, l'accompagnement. Il ne sait pas ce qu'on appelle la planète Terre, où tout le monde a le droit de vivre. Il n'a pas la culture administrative du monde. Et là, il a un zéro pointé. C'est-à-dire qu'il ne comprend absolument rien. Ce qu'il sait faire, c'est trouver de l'argent. Et pour cela, je crains, pas seulement pour les migrants qui sont là-bas, qui sont issus de nos pays, mais pour l'équilibre même des sociétés américaines. Parce que ceux-là qui travaillent là-bas, ce sont les Américains qui les font travailler. C'est une main-d'œuvre facile. C'est une main-d'œuvre qui est beaucoup moins chère que la main-d'œuvre américaine.
Et c'est pourquoi ce sont les grandes sociétés américaines qui sont en train de crier sur lui d'abord, avant nous. J'ai appris l'autre jour qu'il y avait 137 Sénégalais qui devaient rentrer parce que je ne sais pas trop quoi. Moi-même, j'avais réagi sur la TFM disant que Donald Trump n'avait pas raison de le faire, mais que nous-mêmes, nous allions donner la répartie. Le lendemain, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal nous fait comprendre que ce n'était pas Trump, mais que c'était Obama. J'ai dit, c'est pire. Obama, nous lui avons permis, nous lui avons gardé 2 dangereux prisonniers de Guantanamo. Pourquoi le chef de l'État, qui nous dirige, à qui nous avons donné notre voix, nous qui l'avons renforcé pour qu'il soit vraiment une haute personnalité, n'a-t-il pas dit, je vous donne ceci, je vous prends ceci, mais prenez cela. Il faut échanger. On est dans un monde de dialogue. Un lobby, ça sert à quelque chose. Je vous prends 2 dangereux criminels, eh bien, laissez chez vous mes gens. Ne les touchez pas. L'Europe nous dit, oui, il faut que ceux qui n'ont pas de papiers partent, ils ne sont plus naturalisés, etc. Je vous dis, écoutez, je ne peux pas le faire. Ceux qui ont fait tant d'années, il faut qu'ils restent. Ceux qui n'ont pas fait tant d'années, il faut qu'ils soient accompagnés par des politiques hardies. Même si je suis contre le fait que ce soit les États qui reçoivent les subventions, il faut que ce soit à la base les bénéficiaires, mais en mettant sur place des sociétés et des structures d'accueil qui pourront les encadrer et les accompagner. Donc, je pense que Donald Trump, dans ce méli-mélo, on parle de 11 millions de personnes qui vont devoir rentrer chez elles. Mais nous aussi, on a des Américains chez nous. Hein. Je pense qu'il faut se faire respecter. Écoutez, moi j'ai dit, même si c'est un très mauvais exemple, que le président Yahya Jammeh, que tout le monde a dit qu'il était dangereux, que tout le monde a dit que c'était un dictateur, que tout le monde a traqué. Il s'en est sorti, au moins pour le moment, parce qu'il était ami avec ses voisins. C'est important d'avoir ses voisins. C'est très important. Même dans la religion musulmane à laquelle nous croyons, on dit que les voisins sont plus importants que la famille. Donc, il nous faut faire des amis. Il faut nous faire des amis. Nous commençons à avoir une adresse au niveau mondial. Les gens disent que maintenant, nous sommes devenus un peu le bras armé de l'Europe vers l'Afrique. Je ne sais pas. Mais il vaut mieux être ami avec ses voisins que d'être ami avec l'Europe qui est si loin. On n'a pas nos voisins, ils n'ont pas voté pour nous, il faut revoir les relations avec les voisins. C'est très important. Ce qui est utile aujourd'hui, c'est engager les jeunes filles dans ce combat, que nous avons hérité de nos mères. Parce que je vois un dégoût de la politique. Mais je veux leur dire, ne soyez pas dégoûtés de la chose politique. Soyez dégoûtés des moyens non conventionnels que certains politiques, et Dieu sait qu'ils ne sont pas une poignée, utilisent pour se faire élire. Mais le chemin tracé par les aînés doit être poursuivi, amélioré, organisé, parce que c'est pour vous trouver un bel univers, un univers où elles seront épanouies. Je souhaiterais que ces jeunes filles-là puissent d'ores et déjà commencer à s'organiser en association, à se parler, à parler de leurs problèmes, à écouter ce qui se passe au Parlement, ce qui se passe dans la vie publique. Si on doit voter des lois pour interdire le mariage avant 18 ans, il faut qu'elles sachent si ces lois-là les arrangent. Si on doit dire que les filles doivent disposer de leur corps comme elles veulent, il faut qu'elles aient leurs mots, qu'elles commencent maintenant à s'intéresser des questions qui vont régir leur vie. Qu'elles ne pensent pas que nous sommes des mamies vieillottes qui ne font que ressasser des trucs politiques pour nous positionner. Non. Tout ce que nous faisons, c'est pour que nos enfants et petits-enfants vivent dans un monde meilleur que le nôtre. J'exhorte tous les Sénégalais et les Africains en général à consommer leurs propres produits, à se valoriser. Il ne faut pas que Sankara soit mort pour rien, juste pour que l'étoffe africaine soit valorisée. Il ne faut pas que Kadhafi soit mort pour rien, simplement parce qu'il voulait que nous ayons notre satellite, que nous soyons libres, parce que tant que nous utilisons les réseaux, les téléphones, les nouvelles technologies des Occidentaux, nous serons sous leur joug parce que nous serons contrôlés par la sécurité de ces pays. Ces gens-là ne doivent pas être morts pour rien. Que Wade n'ait pas été persécuté pour rien, parce que simplement il avait ouvert le Sénégal au monde, pas seulement aux Occidentaux. Il ne faut pas que nos pays aient été presque détruits pour rien. Il faut qu'ils sachent. Qu'elles sachent, parce que je parle aux jeunes filles, nous sommes à la journée de la femme, qu'elles sachent qu'elles ont leur mot à dire. Nous avons besoin de leur engagement. Si nous sommes en faute, qu'elles corrigent ce que nous avons fait,
sans nous humilier. Qu'elles puissent nous respecter, mais aussi aller de l'avant, parce que demain, elles seront glorieuses grâce à ce que nous nous aurons bâti. Bonne fête à toutes.